combo gagnant. La pause RH qui inspire. Combo, c'est la solution RH pensée par et pour les équipes terrain. Avec ce podcast, on donne la parole à des professionnels qui bousculent le secteur de l'hôtellerie-restauration et créent des environnements de travail attractifs et performants. Bonne écoute. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois Hugo qui a ouvert son restaurant d'influence libanaise en début 2025. Hugo a voulu créer un espace qui se trouve vraiment à la croisée entre la France, le Liban, mais aussi plein d'autres influences. Et ça se ressent à travers sa cuisine, sa déco et son staff. Merci beaucoup Hugo d'être là aujourd'hui. Avec plaisir. Hugo, déjà pour commencer, est-ce que tu pourrais nous dire quel est ton combo gagnant au travail ? Mon combo gagnant pour moi au travail, c'est rigueur passion, je pense, pour moi personnellement. Parce que je pense que c'est en fait ces deux trucs qui te permettent d'aller vachement plus vite dans ce que tu fais. Et les sujets qui t'intéressent en général, tu charbonnes un peu plus. Et c'est contrebalancé par la rigueur qui est en fait, longtemps dans ma vie, ça a été quelque chose qui m'a manqué quand j'étais jeune. Et aujourd'hui, en fait, c'est une de mes plus grandes forces et du coup, ça évite de refaire les trucs plusieurs fois simplement. Voilà, rigueur passion. Super, merci. Alors, on va commencer. Est-ce que tu peux me parler de l'aventure Mazmez en quelques mots ? Du coup, donc, Mazmez, c'est un projet donc, effectivement, qui a commencé il y a 2 ans et demi maintenant, en novembre 2022, qui est en fait la date à laquelle j'ai quitté la société dans laquelle je travaillais pour me lancer dans cet objectif d'ouvrir un restaurant libanais à Paris. Et en fait, c'est une aventure, même si elle a commencé effectivement en novembre 2022, elle a commencé il y a beaucoup plus longtemps. À la base, en fait, c'est une volonté que j'ai depuis que je suis petit. Je m'étais promis quand j'avais 15 ans que avant d'avoir 30 ans, j'ouvrais un resto. Dès ce moment-là, j'étais passionné par la cuisine spécifiquement, plus que presque par l'hospitalité. Mais j'aimais aussi beaucoup l'idée d'avoir un lieu dans lequel les gens pourraient venir et où je pourrais exprimer justement cette cuisine-là. Donc voilà, en réalité, le projet, il a commencé depuis 15 ans. Dans les faits, il a commencé depuis 2 ans et demi. Et même si tu regardes de manière encore plus objective, il a commencé en fait il y a 3 mois quand on a ouvert le resto, au bout de 2 ans et demi. Donc c'était un parcours qui était vraiment long et qui était vraiment difficile. D'une part parce que j'ai rencontré beaucoup d'obstacles auxquels je ne m'attendais pas. C'est pas un univers dans lequel j'avais l'habitude d'évoluer. Je bossais pas du tout dans ce milieu-là avant. Et donc du coup, j'ai dû réapprendre complètement un nouveau métier, une nouvelle façon de procéder, de nouvelles relations que tu peux avoir avec tes fournisseurs, avec tes prestataires. Et du coup, ça a fait que ça a pris du temps. Et ça a aussi pris du temps parce que c'est super dur de trouver des locaux commerciaux à Paris. Et donc du coup, j'ai mis du temps avant de trouver le bon. Et donc, tu as voulu te lancer dans l'aventure à tes 15 ans. Qu'est-ce qui t'a motivé, j'imagine de par tes origines, mais qu'est-ce qui t'a motivé au-delà de la cuisine à lancer un resto d'influence libanaise ? Alors, en fait, c'est marrant parce que à cet âge-là, quand j'avais réfléchi à ça, c'était vraiment le fait d'avoir un restaurant qui m'intéressait. Enfin, c'était un espèce de rêve de me dire, en fait, tu es à la tête d'un lieu dans lequel il y a plein de gens qui vont se mélanger et des gens qui viennent d'horizons complètement différents, mais qui vont se rassembler autour du repas. Et je ne savais pas à ce moment-là que ce serait un restaurant libanais. Je dirais même que en fait, mon éducation gastronomique, effectivement, on m'a appris la cuisine libanaise, mais mes parents étaient hyper fans de gastronomie, donc du coup, on avait tendance à partir à droite à gauche pendant les vacances pour aller dans tel ou tel resto, souvent des restos qui étaient étoilés. Et donc moi, je ne voyais la restauration et le but de faire de la restauration que dans le but d'aller chercher ces étoiles. Et donc du coup, à ce moment-là, c'était comme ça que je l'envisageais. Et au moment où je me suis lancé, c'était plus du tout le cas. Pour résumer un peu ce parcours, donc je me fais cette promesse à 15 ans. Ensuite, la vie est en fait de choses qu'on ne maîtrise pas toujours forcément. Je suis parti en classe préparatoire, j'ai fait une école de commerce, où là, je m'étais quand même dit non, mais je vais revenir le plus vite possible dans le monde de la restauration. Donc, j'ai fait mon premier stage dans une grande maison parisienne. Et où en fait donc c'était génial, le contenu du travail était exceptionnel, le fait de pouvoir travailler un peu les produits. Moi j'étais sur un rôle très back-office, mais cette idée-là, de voir les choses qui se préparaient, de voir comment on crée une carte, qu'est-ce que tu regardes, quelles sont les implications économiques de choisir tel ou tel produit, de le dérouler après dans plein de restos dans le monde, c'était super intéressant. Mais la culture de la boîte et la culture de la haute gastronomie, la culture un peu très centré sur l'apparence, la nécessité. Moi, j'étais dans un bureau, il n'y avait pas de clim, je croisais jamais les clients. Le seul endroit où je pouvais croiser un client, c'était 2 mètres de couloir qui me séparaient des toilettes du personnel, dans lequel, parfois, si tu allais aux toilettes entre midi et 14h30, tu pouvais croiser un client. Et malgré tout, c'était costard cravate fermée jusqu'en haut tous les jours. Et quand t'as pas la cravate qui est fermée jusqu'en haut parce qu'il fait 40 degrés dans le bureau et que tu l'as descendu un petit peu, si t'as un chef qui passe à côté, tu prends une tape sur la tête. Moi, j'étais en mode, mais je fais le marave, lui. C'était vraiment, ça m'a dégoûté complètement de ce monde. Et c'est là que je me suis dit, clairement, mon prochain stage, mon prochain boulot,
ma seule directive, c'est personne m'oblige à m'habiller comme je veux. Je m'habille comme je veux, je viens avec la coupe de cheveux que je veux, et je suis là et je fais bien le travail, et il n'y a aucune obligation. Et donc, je suis parti dans des boîtes de nouvelles technologies, ce qui n'a rien à voir. Du coup, à ce moment-là, j'étais un peu sorti de cette idée-là. J'avais toujours cette promesse en tête. Je continuais toujours de beaucoup cuisiner, d'essayer de me perfectionner sur mon temps libre, aux techniques, comment j'élaborais mes recettes à moi, et essayer de trouver ma pâte à moi, etc. Et au moment d'ouvrir mon resto, en fait, c'est un moment, le moment où l'idée est revenue, c'était en 2015-2016, où en fait, il y avait des nouveaux restos qui ouvraient, il y a eu un peu la trend avec Big Mama et les gens qui sont dans cette vibe-là. Et je me suis dit, mais en fait, un resto, c'est pas forcément la recherche des étoiles, c'est pas forcément l'excellence, les prix super élevés. Tu peux aussi faire un truc super cool, qui est un business viable, et dans une ambiance où les gens, ils payent pas trop cher, les plats, et c'est pas le truc recherché avec de la poudre de je sais pas quoi que tu mets dans ton dessert. Donc c'était vraiment... Je me suis dit, mais en fait, ça peut être cool, la restauration, ça peut être un milieu cool, ça peut être un milieu qui est géré comme sont gérées les boîtes dans lesquelles j'aime évoluer, qui est effectivement extrêmement exigeant, un, par la nature du métier, et deux, par la nature de la personne que je suis, mais aussi détente et bien pour les clients, et accessible et pas cher. Et donc, du coup, c'est à ce moment-là où je me suis dit, il faudrait, en fait, si je fais un truc, que je trouve une proposition qui puisse s'ancrer là-dedans, qui est une proposition qui me ressemble le plus. Et donc, comme je te disais, donc, j'ai été élevé par un papa qui est arménien du Liban, qui a grandi au Liban, qui est né en 63. Il est parti du Liban en 78. Papa, si tu entends ce podcast et que je me suis trompé sur la date, je suis désolé, mais je crois que c'était en 78, à cause de la guerre. Il est venu en France où il a rencontré ma mère, qui est française, d'un père italien et d'une mère française. Donc, tu vois, j'ai grandi dans ce mélange de ces quatre cultures, France, Liban, Arménie et Italie. Et du coup, ma cuisine, elle s'en ressentait. Et je me suis dit, en fait, tout le monde aujourd'hui veut faire le Big Mama de la cuisine chinoise, le Big Mama de la cuisine japonaise, le Big Mama de la cuisine thaïlandaise. Et moi, plutôt que d'essayer de faire ça, en fait, est-ce que j'essaierais pas de raconter un autre truc, une autre histoire, pas de faire de la cuisine traditionnelle, mais justement de montrer que, en fait, des gens qui font partie de la diaspora libanaise comme moi, il y en a plein. Il y en a précisément 15 millions dans le monde. Et il y a 5 millions de personnes qui vivent au Liban. Donc, au final, on est plus nombreux. Et en fait, ces gens-là, il y a aussi la culture, elle se passe, elle voyage au fil des rencontres des Libanais, au fil des pays dans lesquels ils élèvent leurs enfants. Et donc, elle n'est pas seulement figée, la cuisine libanaise. C'est pas hummus, mtabal, taboulé. C'est pas forcément que ça. Ça peut évoluer, ça peut changer. Et j'avais envie de raconter cette histoire-là. L'histoire du coup des diasporas libanaises qu'on raconte chez Mazmez à travers notre cuisine, mais aussi à travers tout le concept, à travers la façon dont on sert, à travers la façon dont on décore le lieu, même jusqu'à la playlist de la musique qui passe. On essaye vraiment de raconter ça, de raconter que en fait, il n'y a pas une cuisine libanaise, il y a 50 000 cuisines libanaises, et la cuisine libanaise peut aussi être la base pour proposer une nouvelle cuisine, une cuisine de saison et responsable. Mais ça se sent, alors pour les auditeurs, j'ai déjeuné chez Hugo, enfin pas chez Hugo, mais chez Mazmez à midi, et on sent qu'il y a une volonté effectivement 360, que ce soit par la déco, que ce soit par la façon dont les gens sont accueillis, que ce soit évidemment par ce qu'on mange dans l'assiette. Il y a une volonté que tout rayonne, et toi, ce qui est intéressant aussi, je trouve, dans ton profil, c'est que, c'est ce que tu disais, tu bosses sur tes menus, tes recettes, tu sais cuisiner et tu sais gérer un business, parce que ça peut être ça aussi qui peut faire défaut à certains autres restaurateurs, c'est qu'on a plein de gens très passionnés qui ont fait des écoles de cuisine, mais moi par exemple quand je parle à des boulangers ou ce type de formation, il y a très peu de cours de gestion vraiment d'une entreprise, de cours RH, et donc c'est des gens qui sont en souffrance au final quand il s'agit de faire de l'administratif, de recruter, de fidéliser, etc. Est-ce que toi, j'imagine que oui, mais c'est important justement d'avoir la main mise entre guillemets à 360 sur ton business? Alors, d'avoir une compréhension à 360 de mon business, ouais. D'avoir la main mise à 360 sur mon business, pas du tout. Justement, c'est un truc que je veux pas. Parce que, en fait, je pense que si t'embauches des gens juste pour qu'ils exécutent précisément ta vision telle que tu l'as pensée au millimètre près, et le plat, il est comme s'il est dressé dans cette assiette, etc., en fait, au final, t'embauches des gens, et les seuls gens qui vont rester, ça va être des exécutants, et ça va pas être les gens qui vont t'aider à développer ton entreprise. Ça, c'est vraiment une culture que je récupère de la tech, où en fait, chez nous, si le plongeur il a un truc à dire sur un plat et qu'il a une bonne idée sur un plat, on va écouter le truc du plongeur. Et vraiment, même eux osent pas, encore toute mon équipe à tous les niveaux, osent pas venir pousser des idées, etc. Puis parfois, ils me le disent au bout de 3 semaines à une fermeture, en mode ouais, en fait, j'ai pensé à ça, etc. Mais je n'osais pas trop le dire. Je suis en mode, mais les gars, je vais t'engueuler parce que tu me l'as pas dit avant. Tu vois, il faut que tu sentes la possibilité de venir proposer ces idées-là. Donc la vision à 360 de mon business, la compréhension à 360 de mon business, elle est vraiment importante. La mainmise, pas du tout. Et au contraire, en fait, je me dis que
deux cerveaux valent mieux qu'un, comme 10 valent mieux que deux, et si tout le monde y réfléchit, c'est cool. Moi, je suis là pour donner la direction globale. Je me vois un peu comme le garant de la direction artistique de ce qu'est le projet Mazmez au total, sur les réseaux sociaux, dans le restaurant, dans la façon dont on parle avec nos clients. Mais par contre, après, je veux que chacun apporte sa touche à lui. Et je pense que ça, pour attirer des gens qui sont passionnés et qui sont bons et qui sont aussi exigeants avec eux-mêmes, t'as besoin de leur donner ça et de leur donner cette liberté-là pour qu'eux, ils puissent s'exprimer. Parce que, enfin, je sais pas, moi, je me considère comme un mec avec comment dire, en tant qu'employé, je me considérais comme quelqu'un qui a du potentiel. J'aurais pas envie d'aller bosser pour un mec qui me dit, tu prends le truc, tu le poses là, tu prends le truc, tu mets ton couteau comme ça, tu mets ton couteau comme ci. Enfin, je suis pas un robot, quoi. Mais justement, donc j'imagine que ce projet a duré 2 ans. J'imagine qu'il y a eu son lot de challenges et de rebondissements. Côté recrutement, toi, tu avais envie de monter quel type d'équipe, de recruter quel type de profil, au-delà des tâches, entre guillemets, quel type d'état d'esprit tu cherchais chez tes équipes? Ça, c'est dingue parce que ça a vachement évolué en étant confronté au principe de réalité. La vision globale, je l'avais depuis le début, c'était... Moi, je suis pas chef de cuisine. Je peux pas. Enfin, mon chef, il va rigoler s'il entend ça, mais je peux prendre le pas sur un très petit nombre de couverts et encore, je finis en sueur alors qu'on a fait 35 couverts. Je suis pas habitué. Enfin, j'ai pas cette formation. Je suis un bon cuisinier, mais je suis pas un chef. Et donc, du coup, je peux pas gérer des. Enfin, je peux pas dire. Voilà, je vais faire le planning du plongeur. Je sais que je vais avoir besoin de lui de telle heure à telle heure et pour optimiser, je vais après pouvoir le faire partir un peu plus tôt, lui faire prendre sa pause à ce moment-là et tout. Donc, je savais que j'avais besoin pour diriger mes 2 grandes équipes d'avoir 2 lieutenants. Donc là, il se trouve que mon chef s'appelle Théo, ma manager s'appelle Léa, et eux, chez eux, ce que je cherchais, c'est le côté exigeant, et 2, le côté un peu folie des grandeurs. Parce qu'en fait, je me dis que si tu as cette ambition, tu vois, de transformer le projet, de te réapproprier un truc et de sentir que c'est à toi et d'avoir envie de raconter l'histoire et de le faire grandir vite, en fait, c'est ça aussi qui va mettre de la vapeur dans la machine et qui va la faire avancer. Et anecdote un peu grande, je sais pas si ça a sa place ici, mais moi toute ma vie, donc j'ai sauté une classe quand j'étais jeune, et puis après dans les boîtes dans lesquelles j'étais, j'ai pu évoluer assez vite à des postes un peu plus à responsabilité, et j'étais toujours le jeune, j'étais toujours avec des gens qui avaient 10-15 ans de plus que moi, et j'étais le petit qu'il fallait calmer en mode ouais non mais si t'écoutes Hugo la semaine prochaine on double notre chiffre d'affaires, etc. Machin. Et moi j'étais vraiment à fond, et là en fait ça s'est complètement inversé. Et aujourd'hui on a une équipe qui est assez jeune, où moi j'ai un âge qui est à peu près médian dans l'équipe. Mais mes 2 lieutenants, au début, je devais les tenir et je dois toujours les tenir en mode les gars, c'est moi qui fais le vieux sage, en mode attention, prenez les choses petit à petit, vous stretchez pas trop, poussez pas trop vos équipes, etc. On va y arriver progressivement, c'est pas grave si on perd des sous maintenant, c'était réfléchi. Et donc, c'est assez marrant ce changement, et je suis incroyablement reconnaissant d'avoir trouvé ces 2 personnes parce qu'en fait, sans elles, elles font tourner le resto. Sans elles, le resto, clairement, en solo, tu peux pas faire tourner un resto aussi gros, c'est pas possible. Et comment tu les as trouvés, justement ? Alors, c'est deux use cases complètement différents de recrutement. Donc, je fais beaucoup, depuis le début de ce projet, je raconte ce que c'est d'ouvrir un resto et particulièrement mon histoire à moi d'ouvrir mon resto libanais à Paris sur Instagram. Et donc, j'ai pas mal de sollicitations de gens qui veulent me rencontrer, boire un café, souvent qui ont des questions à me poser sur leur propre projet. Et comme moi, on m'a énormément aidé quand j'ai commencé ce travail-là, j'ai rencontré 15 personnes. Enfin, il y avait Vivien, qui est aujourd'hui un de mes investisseurs et c'est vraiment un mentor pour moi, donc qui a plein de restos, qui avait notamment Les Pinces ou qui a Pizzo aujourd'hui à Paris, qui m'a énormément aidé, qui m'a accordé un temps monumental pour un mec qui a 10 restos à gérer. Il y a Benjamin de Dalia aussi, qui a été super, un Patrick qui est un pote libanais de Malaboum. Bref, il y a tous ces gens-là qui m'ont aidé de manière complètement désintéressée, qui m'ont montré leur business plan du début, leur business plan de maintenant, comment ça évoluait, qu'on regardait précisément mes chiffres. Et donc moi, à partir de ce moment-là, je me suis dit, n'importe qui m'écrit, et je le dis d'ailleurs ici, n'importe qui m'écrit et qui veut 1 heure de mon temps, je donnerai cette heure avec grand plaisir. Venez juste préparer avec des questions, vous en tirez plus, mais globalement avec grand plaisir. Et donc Léa, je l'ai trouvée comme ça. Léa m'a écrit sur Instagram, donc Léa qui est ma manager aujourd'hui, m'a écrit sur Instagram en mode ouais salut, voilà, je regarde tes vidéos, j'ai entendu parler de ton projet, j'aimerais beaucoup discuter avec toi. Je savais même pas de quoi on allait parler, on s'est vu, on a bu un café. Et donc Léa, on s'est lié un peu d'amitié comme ça, et puis on s'est revu peut-être 1 ou 2 fois, puis au moment où j'avais du coup besoin de recruter des gens parce que j'avais trouvé le lieu et que j'étais prêt à commencer, j'ai tout de suite pensé à elle. Elle est aussi libanaise, elle a grandi au Liban, donc elle est capable de parler correctement en libanais, ce qui est quand même vachement bien pour nos clients libanais, qui est vachement reconnu, ce qui n'est pas mon cas. Donc voilà, Léa, c'est un use case où en fait c'est de l'inbound, elle est venue vers moi depuis les réseaux sociaux. Et Théo, ça n'a rien à voir. Théo, il a postulé à une offre que j'ai mise sur Indeed 1 mois avant l'ouverture en mode je cherche un chef. Et avec lui, c'était donc j'avais
je suis le genre de personne un peu éponge où quand j'apprends, que je vois des trucs qui sont bien, j'essaye de trouver des moyens de les réemployer dans d'autres domaines, et notamment là dans le cas de la restauration où en fait j'ai repris des process d'entretien que j'avais fait dans mes précédentes boîtes pour recruter des genres d'équipes qui étaient complètement différents. Et avec Théo, le process d'entretien était génial. C'est un gars super particulier. C'est le seul chef que je connais qui utilise autant de ChatGPT. Et donc, du coup, en fait, avec lui, on a eu un espèce de petit coup de foudre professionnel où j'étais en mode putain, mais je vais pas dire ce gamin parce qu'il est à peine plus jeune que moi, mais ce gars est hyper vif, il capte super vite, il est hyper à l'aise avec les chiffres. C'est exactement la personne dont j'ai besoin. Moi, venant de la tech, j'ai besoin d'avoir très clairement de savoir combien me coûtent les plats, combien on les vend, quel plat on vend le plus, quel plat on vend le moins. Comme ça, on prend des décisions informées et c'est pas le business géré à la papa-maman justement de mauvais gestionnaires, selon moi. Et Théo, en fait, il avait ça, plus la capacité technique, plus une expérience dans des restos que je trouve super bien et que j'admire. Et donc, du coup, c'était no-brainer. Pareil pour Théo. Les deux, franchement, chance énorme de les avoir trouvés. Et justement, tu parles du monde de la tech. En quoi ça t'a aidé, ou peut-être pas aidé, mais en tout cas inspiré dans tes processus de recrutement et puis après de la façon de manager les équipes? Déjà, en fait, moi j'ai commencé ma carrière là-dedans. Donc, pour les nommer, c'était d'abord chez Microsoft, ensuite chez Amazon. C'est des expériences qui sont hyper formateurs parce que c'est des cultures d'entreprise qui sont hyper fortes. Chez Amazon, c'est une blague, la culture d'entreprise. Il y a des leadership principles et tu entends les leadership principles comme ça, les gens ils discutent tranquille et tout. Il fait ouais, mais là je pense que c'est pas assez Ernst Trust ou je sais pas quoi. Enfin, ils balancent les trucs. Au début, t'as l'impression d'être dans un asile de fous. Mais du coup, culture d'entreprise super forte. Et en fait, j'en ai retiré plein de trucs qui m'ont marqué, qui m'ont façonné en tant que personne, notamment le fait que globalement, si tu as un truc à me proposer, de ton avis, je m'en fous, je veux un chiffre, si tu me dis, ah, j'ai l'impression que les clients, ils aiment pas ça, c'est-à-dire combien de clients te l'ont dit, quand est-ce que c'était le même batch qu'on a préparé ce jour-là et le lendemain où tu as eu le même avis, est-ce que la recette, elle a changé, qu'est-ce qu'ils t'ont dit précisément, est-ce que la majorité des gens disaient la même chose ou est-ce que c'est des trucs variables, parce qu'on va pas changer un plat parce qu'il y a un mec qui a entendu 2 fois et ils s'en est fait une montagne que le client, il aimait pas. Donc ça, c'est un premier truc. Dans le process de recrutement, ensuite, il y a deux sujets, les deux trucs en fait que j'essaye de voir assez rapidement, c'est à quel point la personne est structurée. Parce que je suis quelqu'un de très rationnel dans la façon dont j'aborde les trucs. Et donc, je sais qu'il y a des caractères qui s'entendent plus ou moins bien et que je sais que mon caractère à moi s'entend pas très bien avec quelqu'un qui va être très sentimental, très genre basé sur le feeling ou ouais, non, mais là, je la sens comme ci ou je la sens comme ça. Cette personne et moi, c'est sûrement une personne géniale, mais on va avoir du mal à collaborer ensemble parce que moi, je vais pas entendre ça. Et elle va pas entendre le truc rationnel que moi je vais dire. Donc ça, c'est un premier truc que j'essaie de voir très vite. Et le deuxième truc, et ça, alors, le nom du bouquin est absolument ridicule, mais il y a un bouquin qui est vachement bien qui s'appelle How to Attract, Recruit and Retain A-Players. Donc j'adore l'expression A-Players, mais c'est un super bouquin, c'est que en anglais malheureusement, mais où en fait il dit que le processus de recrutement, il doit servir à identifier des schémas dans la vie des gens, parce que très souvent il y a des schémas dans la vie des gens qui se répètent, et en fait si tu arrives à orienter ton entretien correctement, tu arrives à comprendre les problèmes que tu vas rencontrer avec cette personne, au-delà du fait que là elle t'a l'air super sympa et qu'elle a l'air parfaite et que tu as envie de l'embaucher, en fait tu identifies que très souvent les gens dans la vie ils répètent les mêmes trucs. Ça, c'était pour les managers. Là, maintenant, pour mes équipes, donc, qui sont plus des équipes opérationnelles, c'est-à-dire qui ont des postes qui doivent maintenir. Mes managers, je veux qu'ils soient capables de prendre des problèmes, de repérer les problèmes, de trouver des gens pour les résoudre. Les gens, genre, si t'es chef de rang chez moi, ou si t'es runner chez moi, ou si t'es plongeur chez moi, si t'es runner, il faut que tu sois bon en run. Et ça, en fait, je me suis rendu compte d'un truc assez récemment, c'est qu'il y a seulement deux critères de recrutement qui sont valables. C'est le respect des horaires, le respect de l'autorité. Ça fait un peu vieux briscard, ancien colonel de l'armée américaine, mais en fait, c'est deux trucs que tu peux pas changer chez les gens. C'est des trucs qui font partie de leur éducation. Dans la vie d'un restaurant, l'horaire, il est incompressible. Quoi qu'il se passe pendant la journée, il y a deux plages de 3 heures où il va y avoir 90 personnes dans le resto et il va falloir leur servir à manger. Donc, on doit faire un certain nombre de choses avant, on doit faire un certain nombre de choses après, et pour ça, on a besoin que tu sois là à l'heure. Et le deuxième, c'est sur le feedback. Enfin, en soi, je veux dire, au niveau auquel nous, on évolue dans l'offre qu'on propose dans notre restaurant, tout le monde sait couper des tomates, tout le monde sait laver une salade, tout le monde sait nettoyer des assiettes. Enfin, ou si tu sais pas, tu peux apprendre relativement rapidement. Mais pour ça, il faut que tu sois vraiment ouvert à ce qu'on t'explique comment ça marche et à ce qu'on t'explique particulièrement comment nous, on le fait. Donc, il y a vraiment c'est ça que j'entends par rapport à l'autorité, c'est plutôt
comment est-ce que tu es capable de recevoir des retours qu'on te fait. Et si tout de suite tu es dans un modèle intellectuel où tu vas essayer de dire ouais mais non mais en fait parce que ça je l'ai fait comme ça parce que ça ouais mais non mais là en fait je suis pas vraiment d'accord et tout. Mec, il est 1h du mat, on est à la cave, je suis en train de prendre le temps de te faire un feedback au lieu de rentrer chez moi après avoir bossé 8 jours d'affilée. Tais-toi quoi, genre vraiment il faut juste écouter et appliquer. Et donc c'est vraiment les deux qualités que je recherche. Quelqu'un qui n'a pas d'expérience peut venir bosser chez moi pour faire du run, pour faire du rang, s'il respecte les horaires et qu'il est capable de recevoir des retours et de les appliquer. Tu parlais tout à l'heure de la moyenne d'âge des personnes de ton restaurant. Tu disais que tu es un petit peu au milieu. Moi, je parle avec pas mal de professionnels du secteur et on en a déjà parlé tous les deux. Beaucoup de gens, au final, qui me disent que les jeunes ne veulent plus bosser, déjà, et certainement pas en restauration, hôtellerie. Toi, t'en penses quoi de ces phrases un petit peu toutes faites ? Alors, je demande à tous les boomers qui écoutent ce podcast de se boucher les oreilles. Non, je déteste ce genre de phrases. Je déteste même l'idée qu'il y a des générations X, Y, Z, W. Enfin, c'est n'importe quoi, en fait. Tu prends 2 personnes random qui sont nées le même jour en France et... Enfin, je pense que statistiquement, il y en a pas mal. 2 personnes random qui sont nées le même jour de la même année en France, ils vont rien avoir à voir. Ils ont quasiment pas de point commun. Enfin, mon point, c'est il n'y a pas de jeunes qui veulent pas bosser. Et je pense que le fait de dire ça et le fait de verbaliser ça, c'est un exemple négatif de la loi de l'attraction où en fait, si t'es comme ça, tu vas avoir que des jeunes qui veulent pas bosser, qui vont venir chez toi. Parce que tu renvoies une vibe où bosser c'est un calvaire et puis toi tu perçois que pour eux c'est un calvaire et donc ils vont arriver le matin, ils vont se dire ah putain quelle flemme d'être là et tout. Enfin chez nous les gens ils arrivent le matin mais smile énorme, ouais ça va la team machin, ça gueule dans le resto. Enfin tout le monde est très content de venir porter des chaises et des tables, il n'y a pas de jeunes qui veulent pas bosser ici, enfin du moins chez Mazmez. Et même des gens qu'on a décidé de pas garder, c'est pas des gens qui veulent pas bosser, c'est juste des gens qui avaient des manquements qui pour nous n'étaient pas acceptables, mais c'est aussi des gens qui sont travailleurs et qui ont envie de travailler. Donc voilà, je pense que les jeunes veulent pas bosser dans des environnements où on leur colle des étiquettes de t'as pas envie de bosser ou je sais pas quoi. Les jeunes veulent pas non plus bosser dans des environnements où on leur dit ici t'es un pion et t'es matricule numéro 192 et tu portes des assiettes et tu te tais jusqu'à la fin de la journée et même si tu te rends compte qu'il y a une amélioration que tu pourrais faire pour rendre ton travail plus efficace, on veut pas l'entendre parce que nous on a décidé que ce serait comme ça. Donc ouais, je pense que les gens veulent pas ça, je pense que les gens n'ont jamais voulu ça et juste que quand t'es dans la position de celui qui impose, alors t'as l'impression que personne accepte, alors que quand t'étais dans la position de celui à qui on imposait, t'acceptais pas non plus. Donc non, je pense que les jeunes ils veulent travailler et je pense que les gens globalement ils sont super. Venez chez Mazmez. Donc tu penses que malgré certaines tâches qui sont parfois un petit peu ingrates, malgré le fait d'être confronté parfois à des clients qui sont de plus en plus exigeants et sur le service et sur la nourriture, est-ce que tu penses encore quand même que la restauration, ça fait rêver les jeunes générations ? Tout du moins pas rêver, mais au moins c'est une vraie opportunité de carrière, d'évolution, quelque chose qui motive ? Je pense qu'aujourd'hui, en même temps, ça n'a jamais été autant starisé, il n'y a jamais eu autant d'émissions sur les chefs, les meilleurs restos, il n'y a jamais eu autant de créateurs de contenu qui se sont mis à tester des restos et à raconter des histoires, donc ça intéresse tout le monde. Est-ce que ça intéresse tout le monde comme une carrière ? Je ne suis pas sûr, et en fait, la majorité des gens avec qui nous on discute sont serveurs ou cuisiniers, en même temps qu'ils font leurs études ou font ça pendant un temps pour faire un peu des sous de côté ou font ça parce que ils ont de la famille au pays à qui ils doivent envoyer de l'argent et donc du coup ils ont besoin d'un travail qu'ils peuvent faire en n'ayant pas forcément une maîtrise exceptionnelle du français. Donc je pense que c'est un métier, c'est une carrière starisée, mais c'est un métier qui est perçu comme un métier de secours actuellement. Et donc du coup je pense que ça fait pas forcément rêver les jeunes, mais je pense que ça devrait parce que franchement c'est dingue, la vie d'un restaurant, c'est exceptionnel. Enfin, moi, j'ai eu un autre quotidien avant qui était beaucoup moins exigeant d'un point de vue physique, beaucoup moins exigeant d'un point de vue du rapport que tu as avec les gens. Et pourtant, mais j'ai jamais autant kiffé ma vie que depuis que je fais mes 50 000 pas par jour, que je parle à 75 clients, certains pas contents, et des clients, moi, je suis pas forcément d'accord pour dire qu'ils sont de plus en plus exigeants. Je pense que les gens ont toujours été assez exigeants sur ce qu'ils mangent, particulièrement ici, où ça fait vraiment partie de la culture. Mais est-ce que dans ton esprit, déjà, quand la personne, elle est pas... Moi, si quelqu'un n'est pas content chez moi,
je vais pas dormir le soir, je vais pas avoir envie de me tirer une balle ou avoir envie de lui tirer une balle. Je vais juste être désolé que cette personne ait passé un mauvais moment. Je vais essayer de comprendre factuellement comment est-ce que je peux améliorer mon service pour plaire à plus de personnes, parce qu'à la fin de la journée, ce que tu veux, c'est faire plaisir au maximum de gens, enfin au plus gros pourcentage de gens parmi ceux qui rentrent dans ton resto. Je pense que les gens sont pas tant plus exigeants que ça. C'est pas forcément dur d'être confronté à des clients qui sont pas contents. La bonne vieille phrase de Startup Nation, feedback is a gift. Non, moi ça m'intéresse de savoir pourquoi les gens n'ont pas aimé, et je suis totalement conscient que l'état du resto à complètement tous les niveaux aujourd'hui est pas encore à ce que je considère moi comme être genre le Saint Graal, et là où il y a plus rien à faire, franchement on a top performé, on est trop bien. Et je pense que ce qui fait la beauté de ce métier, c'est que c'est jamais vraiment le cas en fait, et que t'as beau avoir les meilleures recettes, si c'est X qui s'occupe de la production le lundi et que c'est servi le mardi, versus si c'est Y qui s'en occupe le jeudi et que c'est servi le vendredi, et ça aura pas exactement le même goût, et peut-être que du coup il y a des trucs que tu vas rater, et t'essayes de perfectionner, de te rapprocher, enfin que la limite vers l'infini elle tende le plus possible vers la perfection. Mais dans tous les cas, ce qui est trop cool, c'est que tu n'y arriveras pas. Donc je crois que c'est Camus qui a écrit que Sisyphe était un homme heureux, le Sisyphe, le mec de la mythologie grecque qui doit pousser son rocher jusqu'en haut de la montagne, et le rocher retombe à chaque fois de l'autre côté. Je suis très preneur de ce truc-là. Je trouve que un art ou un métier auquel tu peux atteindre la perfection, en fait, c'est nul, enfin, parce que du coup, quand tu l'as atteint, qu'est-ce qui se passe, quoi ? Qu'est-ce que tu chasses ? Donc voilà, c'est la beauté de la restauration, et je pense que pour cette raison-là, ça devrait intéresser pas mal de gens. Et justement, en parlant de motivation, nous, avec Staffme, qui est une entreprise partenaire, c'est une entreprise qui connecte justement des restos avec des intérimaires, des freelances pour des courtes missions. On a mené une étude sur leurs employés, sur la motivation à travailler en restauration. Et au final, quand plein de personnes pourraient se dire, je sais pas, c'est les pourboires, le salaire, au final, le salaire et le pourboire, ça arrive en 4e position. Et le premier critère de fidélisation, c'est l'ambiance au travail, à 88%. La flexibilité, donc généralement les plannings, les horaires de travail à 55%, et les possibilités d'évolution à 41%. Toi, ça t'évoque quoi, ce sondage ? Je suis franchement, je me sens bien dans la moyenne des gens. Moi, j'aurais quand même mis la passion. Enfin, je trouve que c'est tellement exigeant physiquement, c'est tellement dur. En vrai, il y a des matins où t'es en mode, mais genre, je vire que ce soit possible de travailler autant. Enfin, pas forcément du coup au niveau des salariés, parce que évidemment on respecte le nombre d'heures légales et les dispositions légales à ce niveau-là. Mais pour toi et même pour tes salariés, donc moi chez moi tout le monde est en 39 heures de base, avec du coup 4 heures sup qui sont payées en heures sup, et chaque personne qui fait la moindre heure sup a ses heures sup payées de manière majorée. L'ambiance au travail, c'est primordial, et c'est quelque chose auquel moi, en tant que dirigeant, j'estime que c'est ma responsabilité de faire attention à ça. Enfin, c'est important en tant que patron de mettre les mains dans le cambouis aussi, et que tes gars ils voient que quand on finit à 2 heures parce qu'on a une table qui a pris plus longtemps que prévu et qu'il faut rester un peu plus, et le patron il se barre pas à minuit comme il avait prévu, et puis il vous laisse pas finir et cravacher. Je reste avec eux, je prends les tâches ingrates avec plaisir. Et du coup, je pense que ça participe aussi à l'ambiance au travail, et ça participe aussi au fait que eux tous se sentent comme une équipe et se sentent comme des potes. Et enfin, la coupure chez nous, quasiment tout le monde reste. Il y a presque personne qui se barre à la coupure. Puis même d'un point de vue, si tu fais Jean-Michel capitaliste, il n'y a pas d'employé plus productif qu'un employé qui est content d'être là. Globalement, un mec qui traîne les pieds, il va pas être bon, il va pas être sympa avec les clients, il va pas être sympa avec ses collègues, il va niquer l'ambiance. Ça sert à rien. Il faut faire en sorte que tout le monde soit content d'être là. On va parler maintenant de culture d'entreprise. Ça se voit un petit peu dans tout ce que tu évoques sur la façon dont tu gères ton restaurant. Moi, je vois beaucoup sur tes réseaux sociaux, sur le site internet, de belles valeurs, plus tournées client évidemment. On parle de l'importance de l'accueil, le cadre qui est chaleureux. Comment, toi, concrètement, pour tes clients, tu veux que ça se traduise chez Mazmez ? Donc nous, je me rends compte que j'en ai pas tant parlé que ça, mais on est un restaurant d'origine libanaise. Donc voilà, ce qu'on dit, c'est on veut raconter l'histoire des diasporas, on veut raconter que la cuisine, elle évolue, que la culture, elle évolue, qu'elle est transmise, qu'elle est influencée par plein d'autres choses. Et donc, on part toujours d'une base qui évoque le Liban. Et si tu regardes comment les clients reçoivent ça au niveau de l'accueil, en fait, si tu penses au Liban, si t'es la génération de nos parents, si tu penses au Liban, tu penses à la guerre. Si t'es de notre génération à nous, tu penses au Liban, tu penses à l'exubérance, à la fête, aux gens sympas, accueillants, et ouais, viens t'asseoir à ma table, machin. Et donc ça, c'est vraiment le truc numéro 1 qui est important pour nous. C'est cette idée de
l'hospitalité dans cet endroit est absolument exceptionnelle. Et aujourd'hui, c'est ce qui ressort, et j'en suis super content, c'est ce qui ressort sur les retours qu'on a, que ce soit les avis Google ou les avis Zenchef. C'est vraiment ce qui ressort en un, c'est la qualité de l'accueil, à quel point c'est particulier comme ambiance, à quel point les serveurs ils sont enveloppants avec toi et marrants et sympas et qui trouvent les bonnes limites. On a des méthodes pour arriver à transmettre ça. Je pense que la première méthode par laquelle on transmet, c'est la façon dont on accueille. Donc quand tu arrives chez Mazmez, on t'assoit et puis on t'explique, je vais pouvoir refaire le speech, on t'explique que ton repas il va se passer un peu entre la France et le Liban et que l'idée c'est de célébrer ces héritages un peu multiples, et pour symboliser le début du voyage du coup entre la France et le Liban, on te pose un petit pot d'amandes qui sont fabriquées par mes parents dans le Gard, qui sont des amandes françaises et bio. Vous pouvez les acheter au resto ou sur leur site casamandes.com, placement produit. Non, donc c'est des super amandes que mes parents fabriquent dans le Gard et qui représentent le terroir français. Et à côté, on te pose un peu de za'atar et d'huile d'olive libanaise qui sont faits par une dame qu'on adore dans un petit village qui s'appelle Chawalieh au sud du Liban. Et en fait, du coup, moi, c'était essentiel pour moi que quand tu t'assois dans mon resto, le premier truc que tu manges, c'est gratuit. Tu vois, tu peux pas payer le premier truc. Genre, t'arrives, c'est en mode, vraiment, rien que le fait que t'aies décidé de passer cette porte et de poser tes fesses sur cette chaise, on est reconnaissant de ça et on veut te remercier pour ça. Donc, à travers ce petit truc qu'on offre, qui met en plus les gens dans l'ambiance, je trouve que c'est toujours plus sympa de découvrir une carte en grignotant un peu. Et après aussi, dans la façon dont on parle avec les clients et genre les éléments de langage qu'on utilise. Et puis, il y a vraiment un truc où il y a une idée globale et on n'entraîne même pas tant nos équipes à ça. C'est plutôt en fait les gens qui restent avec nous au niveau du service sont des gens qui ont un peu ça naturellement, mais au bout de 3-4 jours de boulot avec nous, ils finissent par se détendre un peu, puis ils rigolent un peu au staff meal, et puis ils se tapent des barres avec leurs collègues parce que tout le monde est super sympa, et puis après au bout d'un moment ils ont une super interaction avec un client, puis là ils s'ouvrent et puis ils expriment leur propre personnalité à eux. Et pour info, les amandes sont excellentes, en effet. Donc, 9,99 en promo cette semaine. Non, je rigole. Parfait. Et donc, toutes ces valeurs-là, effectivement, au final, ça se mêle, je trouve, la façon dont vous accueillez vos clients avec, effectivement, la façon dont on dirait, en tout cas, que le staff se sent bien et donc accueille bien, je trouve, en tout cas. On parle beaucoup aujourd'hui de culture d'entreprise. Toi, tu définirais ta culture d'entreprise comment, en 3 mots, si tu le peux? En 3 mots. Le premier mot et le truc qui est pour moi essentiel, c'est la... Enfin, ça sent un peu cliché, j'ai limite le seum de devoir dire ça, mais c'est le mot qui définit ça le mieux, c'est la bienveillance. Le mot-clé. Le mot-clé, bienveillance. Donc la bienveillance, c'est toujours essayer d'arranger les gars et les filles, essayer de trouver ce qui les intéresse dans leur taf, comment est-ce qu'ils veulent évoluer, est-ce qu'il y a des compétences qu'on peut les aider à acquérir, est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels ils pensent qu'on pourrait mieux gérer, qu'est-ce qu'ils ont à apporter pour ça. Donc bienveillance, c'est vraiment le premier truc. Et la deuxième valeur que je place quand même en deuxième, mais qui est vraiment quasiment première ex aequo, c'est l'exigence. Et moi, j'ai toujours évolué dans des environnements, dès mon enfance et même à travers mon éducation, qui étaient hyper exigeants. Et il faut toujours essayer de faire plus, il faut toujours essayer de faire mieux, il faut toujours être à fond, etc. Et je l'impose à mes équipes. Et je suis très transparent avec ça, là, quand t'es là, t'es à 1000%. Mais sache que moi et tes boss directs, tes managers directs, je mets aussi la pression pour que nous, on soit à 1000% dans la façon dont nous, on se comporte avec toi. Parce qu'on va te demander d'être hyper réglant, on va te demander d'être tous les jours à l'heure, on va te demander de maximiser chacune de tes interactions avec les clients, d'être concentré, de ne pas faire d'erreurs quand tu tapes les trucs dans la caisse, etc. Ou de ne pas faire d'erreurs dans tes MEP ou dans tes commandes ou n'importe quoi. Mais par contre, t'inquiète, moi je vais être hyper exigeant avec moi-même sur la façon dont toi on te traite, que chacune de tes heures sup soit payée, que tu puisses respecter tes plannings, que si jamais tu as besoin de certains congés, on puisse te les accorder. Donc voilà, l'exigence, c'est vraiment la deuxième valeur que je veux mettre en avant. Et enfin, la dernière sur la culture d'entreprise, c'est le côté transparent. Parce qu'en fait, c'est un métier où souvent, comme dans plein de métiers, c'est très top-down. Tu viens à telle heure, ton planning c'est ça, etc. Mais en fait, nous, on essaye d'expliquer pourquoi on fait les choses. Et je trouve que c'est beaucoup plus facile d'adhérer à une vision et de te mettre derrière et de te dire si je vais me donner à fond pour cette boîte parce que ce qu'on fait c'est trop cool, etc. Si on est transparent, on explique pourquoi on prend telle décision et pourquoi on fait ça. Et donc quand le gars il nous demande la cérémonie du Zartar, pourquoi on l'a fait et tout, je leur explique combien les chiffres, ça va comment et tout. J'ai un petit gars qui est trop sympa aussi qui s'appelle Amadou, qui était arrivé en France en mineur isolé. C'était une asso qui m'avait écrit sur Instagram pour me dire si tu veux, il y a des jeunes, leurs stages peuvent être conventionnés. Donc moi je l'avais fait passer en entretien, mais
sans aucun tapis rouge, tu vois. C'était un mec qui passait un entretien parmi d'autres, c'était une opportunité. Et il s'est trouvé qu'il était génial, que le chef l'a trop kiffé, on l'a pris en apprenti. Aujourd'hui, il est maintenant en CDI avec nous après un mois de stage. Il est trop bon, pareil, il bosse trop bien. Et lui, Amadou, il s'intéresse aux chiffres. Et donc il vient me voir, puis parfois je suis à la coupure sur la terrasse en train de bosser sur mon ordi ou de faire les business reviews pour mes investisseurs. Il fait ouais chef, alors on est bien là et tout, et je lui montre tout. Genre je lui dis voilà, cette semaine on a fait tant de CA, c'est tant de pourcents de plus que la semaine dernière. Tu vois, ce qui est intéressant, c'est de voir que là notre ticket moyen il a un peu baissé, c'est parce qu'on a accueilli plus de gens, qu'on a pris un peu de gens à la limo. Donc du coup là tu vois les cafés ça fait baisser. Et il est en mode ah ouais d'accord et tu penses que demain on va faire combien? Et en fait il commence, ce gars, de manière complètement informelle à développer une appétence business. Et encore une fois, c'est un mec qui est arrivé mineur isolé en France. Enfin, c'est ses chances, ses chances de succès au moment, il y a 6 mois, au moment, enfin, où il y a 1 an, au moment où il est arrivé, elles étaient plutôt maigrichonnes, tu vois. Et là, en fait, il se retrouve à être dans un resto où il développe ses skills de cuisine à mort. Il apprend comment c'est de bien gérer une production. Il prend des gros rushs quand on fait des gros services. Il est là, on le prend avec nous. Le chef lui apprend à faire les commandes. Moi, je lui apprends à comment je regarde les chiffres que je regarde sur mon business au quotidien. Qu'est-ce qui est beaucoup, qu'est-ce qui est peu. Et en fait, qui sait ce qui va advenir de ce gars dans 5-6 ans, tu vois, mais essentiellement parce qu'il est bon, mais aussi parce qu'on a la transparence de tout lui expliquer et de tout montrer et de pas dire ah non, moi je veux pas que mes gars ils savent combien on fait de chiffres parce qu'après ils vont me réclamer de la thune et tout. Enfin, d'ailleurs, si tu veux venir me réclamer de la thune, bon courage, tu vois. Genre, c'est vraiment on paye bien nos salariés. Enfin, c'est pas parce qu'on fait 10 fois plus de chiffres que tout d'un coup je m'attends à ce que mes gars ils viennent réclamer. On essaye d'être fair à tous les niveaux, quoi. Et ces 3 mots, je les trouve hyper intéressants. Moi, je réfléchis beaucoup en ce moment justement à la stratégie un peu marque employeur. Je sais que c'est des mots qui peuvent faire peur à certains restaurateurs. Toi, si tu avais, je sais pas, un restaurateur, soit qui monte son projet, soit qui veut lancer un semblant de stratégie de marque employeur, tu lui donnerais quoi comme conseil? On commence par quoi, en fait, quand on s'attaque à la marque employeur? En fait, je pense qu'il faut envisager la marque employeur comme une formalisation des trucs que tu fais au quotidien. Donc, je dirais, déjà, créer un environnement de travail où tes gars ils se dépassent, où teste des messages avec eux, vois si ça marche, vois si, en fait, ils sont beaucoup plus réceptifs à ci, ou ils sont beaucoup plus réceptifs à ça, ou là, je vois qu'ils ont du mal à comprendre telle ou telle chose, mais je dirais, la marque employeur, elle va se créer d'elle-même, en fait, elle va émerger d'elle-même et les gars et les filles, j'ai tendance à dire les gars, parce qu'il y a beaucoup de gars dans cette industrie, mais les gens vont la comprendre. Je me dirais, pour créer ta marque employeur, commence par créer un environnement de travail qui permet aux gens d'être, 1, heureux et 2, performants, ou 1, performant et 2, heureux, également performant et heureux. Et après, en fait, essaie de formaliser ce que tu as fait pour que ça devienne ça. Et moi, j'ai ce côté assez analytique où j'essaie pareil, hérité de mes années chez Amazon, mais j'écris beaucoup même sur des trucs qui sont déjà passés, que j'ai fait en essayant de formaliser pourquoi ça s'est bien passé ou pourquoi ça s'est pas bien passé, etc. Et donc du coup, moi, c'est comme ça que j'ai fait pour la mienne, mais sincèrement, au début, c'était beaucoup de feeling, quoi, genre des interactions du quotidien où là, j'ai le choix, je fais confiance à ce gars, je fais pas confiance à ce gars, si je vais essayer de faire confiance à ce gars, je vais voir ce qui se passe et peut-être que ça va pas marcher. Et du coup, ma culture d'entreprise, ma marque employeur, entre guillemets, elle s'est créée comme ça. L'un des outils aussi de la marque employeur, ça va être les réseaux sociaux. Toi, tu te mets beaucoup en valeur sur tes vidéos. J'apprécie que tu aies dit en valeur et pas en avant. sur les vidéos, pendant tout le long de ce projet, et maintenant aujourd'hui, pour montrer un peu les coulisses du restaurant. Est-ce que c'est un souhait, est-ce que c'est quelque chose qui s'est imposé à toi pour avoir aussi peut-être les fonds pour monter le resto? Est-ce que c'est subi? Est-ce que c'est apprécié comme statut de star? Je suis mort. Sache qu'on m'a reconnu chez Laura Merlin, ce qui m'a permis de griller la queue. C'était vraiment un beau moment. La classe. Bel ego boost, ouais. Du coup, pareil, c'est un truc que j'avais pas du tout envisagé au moment. Donc, j'ai commencé à faire des vidéos sur les réseaux sociaux juste avant de quitter mon job pour parler de ce projet. Et en fait, c'est pas du tout une idée qui vient de moi. C'est une idée qui vient de mon meilleur pote qui s'appelle Alexis, qui va travailler avec moi chez Amazon, qui ensuite est parti chez TikTok et qui est venu me voir un jour en mode... qui est venu me voir 50 jours d'affilée en mode tu passes 15 heures par jour à cuisiner, pourquoi tu mets pas ton téléphone, ça coûte rien de te filmer, même si t'as 1000 personnes qui te connaissent, ce sera toujours mieux que 0, tu devrais le faire, etc. Puis il m'a pas lâché jusqu'à ce que je le fasse, donc j'ai fini par le faire parce que j'en avais marre. Et donc c'est pour ça que j'ai fait ça. Puis au début, je l'ai fait de manière nulle. Globalement, de manière d'un mec qui a pas réfléchi à ce qu'il allait faire. Puis après, j'ai essayé de formaliser le truc, de me dire bon, vas-y, quel temps je vais accorder à ça, quels sont les résultats que je veux obtenir, est-ce que si j'atteins tel résultat, je continue, si je l'atteins pas, je continue pas. Et donc le truc s'est fait comme ça. Puis
Donc j'ai commencé sur TikTok de peur que mes amis me voient en fait, parce que je savais que je suis né en 1994, donc à ce moment-là il n'y avait pas grand monde en 2022 qui avait TikTok de ma génération, c'était plutôt la génération d'en dessous. Et donc je me suis dit super, je pourrais faire mes vidéos et puis m'essayer, parce que évidemment tes premières vidéos sont pourries, sans que mes amis me voient. Et puis si j'atteins 5000 abonnés à la fin de l'année, alors là j'essaierai de faire grandir le truc. J'ai atteint du coup les 5000 abonnés à la fin de l'année, j'ai commencé à faire des vidéos sur Instagram et en fait hyper vite ça a explosé. Je le recommande d'ailleurs à tous les gens, quel que soit le métier que vous fassiez. Le fait de raconter le truc sur les réseaux sociaux, ça apporte grave de la valeur. Et pourquoi, à ton avis, ça a explosé justement ? En fait, le moment un peu de bascule entre ça marchouille pas mal et ça marche très bien, c'est le moment où j'ai arrêté de me dire qu'est-ce que j'ai envie que les gens pensent quand ils regardent mes vidéos, et où je me suis plutôt dit qu'est-ce que moi je pense genre maintenant, qu'est-ce que j'ai envie de dire. Et donc ça fait que tu te livres sur des trucs, genre tu parles de ta famille, de tes souvenirs, de tes potes, des trucs où tu galères, parce que des galères pour ouvrir ce resto, j'en ai eu plein, je me suis fait entuber des milliards de fois, des moments genre d'une solitude mais intense de ouf. Tu vois, en regardant en arrière maintenant, je te dirais en fait, ça fait totalement sens de faire ça pour moi, parce que, et encore une fois je suis désolé pour ce cliché mais qui est totalement vrai, moi ce que je kiffe de ouf dans la vie, c'est de raconter des histoires. Et en fait, Instagram me donne un autre moyen de raconter l'histoire. Au resto, je raconte l'histoire avec mon équipe, avec le service, avec la nourriture qu'on fait, avec la déco du resto, et à travers les plats. Et sur Instagram, je raconte l'histoire différemment. Puis je raconte l'histoire aussi de l'entreprise, de ce que c'est, de pourquoi on le fait, des histoires qu'il y a avec les gens. Donc, c'est pas du tout subi. C'est un truc que j'aime bien faire. Je trouve que ça apporte de la valeur au projet, même plus globalement. En fait, ça renforce, ça le rend plus complet de pouvoir le raconter sur les réseaux sociaux. Donc j'apprécie me mettre en avant, mais ce que j'aimerais surtout pouvoir faire, c'est aussi mettre mes équipes en avant, et j'aimerais bien aussi qu'on puisse raconter les histoires un peu de tout le monde dans cette équipe. Trop bien, j'ai hâte de voir ça. Si toi tu devais donner un conseil à une personne qui souhaite ouvrir son restaurant, parce qu'on sent aussi beaucoup d'étapes, un peu de souffrance aussi dans ce projet, tu donnerais quoi, et beaucoup de joie j'imagine, tu donnerais quoi comme conseil à cette personne ? Je dirais, faites-le parce que vous êtes attiré par ça et parce que vous voulez le faire, et ne le faites pas si vous le faites parce que ce que vous faites actuellement vous saoule et que vous voulez vous éloigner de ce qui vous saoule. Je vous le dis, j'ai fait des trucs, dans ma vie professionnelle avant, à une certaine échelle, avec on parlait de certains montants d'argent, etc., qui n'ont rien à voir avec ce que je suis en train de faire en ce moment. Et pourtant, c'est beaucoup plus dur. Mais c'est des moments de solitude. Enfin, le nombre de fois où je suis rentré chez moi après une journée sur le scooter à me faire embrouiller par tous les agents immobiliers de Paris pour des locaux qui correspondaient pas du tout à ce que je cherchais, et que je me suis retrouvé en larmes avec personne qui te comprend. Allez-y, parce que ça vous attire tellement que rien pourra vous en décrocher, et n'y allez pas si vous vous dites vaut mieux ça que ce que je fais actuellement, je pense. Ce serait le conseil que j'ai à donner. Et c'est quoi alors les projets pour la suite ? Est-ce que tu te vois ouvrir 15 Mazmez à travers la France, peut-être dans d'autres pays ? Tu t'imagines où dans 5 ans ? J'ai l'impression de te faire passer un entretien d'embauche, c'est pas du tout le cas, mais... On m'a déjà posé cette question en entretien d'embauche en plus. Dans 5 ans, là ce que j'essaie de faire, et j'ai la chance pour ça d'avoir des investisseurs qui sont non seulement hyper supportifs, mais qui sont en plus d'excellents conseils à ce niveau-là, et qui me disent, en fait, le but maintenant, c'est de maintenir un max d'horizons ouverts. Donc c'est pour ça que j'ai ramené mon activité d'influence dans la boîte du resto, pour que en fait, je puisse dédier un peu mon temps à ça comme je veux. Et en fait, là, ce que j'ai très envie de faire tout de suite, c'est de bien stabiliser le resto, de bien finir l'offre, de m'assurer que j'ai des process en place qui permettent que le truc tourne et qu'on puisse renouveler correctement la carte, en ayant toujours la même qualité sur les produits qu'on source, qui sont hyper importants, en ayant la même qualité aussi sur la façon dont on traite nos gars, parce que là, moi, aujourd'hui, je me porte garant de cette culture d'entreprise, mais imagine, on décide par exemple d'ouvrir notre resto, comme tu dis, à ce moment-là, je suis plus là. Donc, comment est-ce qu'on fait pour que la culture d'entreprise elle soit toujours là ? Je vais évidemment continuer de passer, mais je vois plus les petites interactions qui peuvent être un peu toxiques au quotidien, où je suis là, attendez les gars, je vous arrête tout de suite, ça va pas se passer comme ça. Donc, pour l'instant, j'essaie de maintenir un max d'horizons ouverts, j'essaie de bien stabiliser Mazmez, ce premier resto. Là, on vient de passer en 7 jours sur 7, donc ça nous demande pas mal d'efforts. Aussi pour tenir ça, je veux lancer une offre de brunch, la cuisine elle est ouverte sur la salle, mais elle est également ouverte sur la rue, je veux qu'on puisse vendre à travers la fenêtre de la cuisine, que du coup on puisse vendre des sandwichs le midi ou des trucs comme ça, et après peut-être ouvrir d'autres restos, ou me concentrer aussi sur la création de contenu, qui est un truc que j'adore, et trouver un autre moyen de raconter des histoires, peut-être faire des documentaires.
Je sais pas. Pour l'instant, mon plan, je suis extrêmement clair sur mon horizon à court terme, qui est la stabilisation de Mazmaz. Je suis volontairement extrêmement vague sur ce qui va se passer après, parce qu'en fait, je pense que ça va être aussi une affaire d'opportunité. Et donc, du coup voilà, je suis impatient de voir ce qui va se passer. Super, merci beaucoup Hugo. Avec plaisir. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode de Combo Gagnant. J'espère qu'il vous a inspiré. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur toutes vos plateformes d'écoute de podcast. À bientôt!